Le matin se leva doucement sur la forêt de la Savoie, enveloppant la vieille cabane de chasse d'une brume légère. Émilie, une herboriste aguerrie, se réveilla avec un geste familier, elle croisa le coin rouge de son petit autel, un rituel qui l'apaisait. L'air était empli d'un parfum chaud et épicé de thym séché, imprégnant les rondins de pin de sa maison. Après un petit déjeuner frugal, elle enfila sa veste en toile, prit son sac robuste, un couteau dans son étui en cuir et une hachette, puis sortit de la cabane. Près de l'entrée, des bois de cerf, trophée de chasse de son père, pendaient comme un talisman. Alors, gardien, murmura-t-elle en touchant les bois, veille sur notre maison pendant mon absence. Aujourd'hui, je pars à la recherche de la racine dorée. Émilie s'enfonça dans la forêt, s'accroupissant de temps à autre pour ramasser des herbes sauvages. Son chemin la menait vers une des zones marécageuses où, selon ses connaissances, poussait la Rhodiola rosea. Au bout d'un moment, elle remarqua un silence étrange. Les oiseaux s'étaient tus et un brouillard épais descendait sur le sol. « Quelle tranquillité, ma chère forêt !» murmura Émilie. Elle sortit son compas pour vérifier sa direction, mais une odeur âcre et inconnue attira son attention. Elle fronçait les sourcils, perplexe. C'était une odeur de brûlé, quelque chose de chimique. Bientôt, à travers la brume, elle aperçut une silhouette sombre et inquiétante, un petit hélicoptère, à moitié enfoncé dans la boue. La cabine était déformée, le verre sale de boue et de mousse, et les pales brisées dépassaient dans tous les sens. Émilie s'approcha prudemment de l'appareil. Après plusieurs coups désespérés avec sa hachette, elle réussit à défaire les charnières de la porte, qui s'ouvrit avec un bruit déchirant. À l'intérieur, elle découvrit un jeune homme inconscient, vêtu d'une veste légère sur une chemise et d'un jean sombre. Sa main gauche était tordue dans une position anormale. Émilie évalua rapidement la situation. L'hélicoptère s'enfonçait lentement dans la boue, et la substance visqueuse menaçait d'envahir la cabine. Elle savait que si elle attendait jusqu'au lendemain, il serait trop tard. « Allez, mon petit, viens ici », murmura-t-elle en tirant le malheureux vers elle. Le sortir de la s'avéra être un véritable défi. Une fois sur un sol ferme, elle coupa 2 longues branches robustes. Utilisant sa veste et une toile de son sac comme matelas, Émilie improvisa une civière. Elle souleva le corps sur cette primitive charrette et commença son long et épuisant chemin de retour, consciente qu'elle était la seule chance de survie de cet homme. Elle traînait sa charge, s'arrêtant fréquemment pour reprendre son souffle. Le soir venu, elle parvint enfin à la cabane. La nuit fut difficile, remplie de gémissements et de l'odeur des herbes amères. Émilie administra lentement une décoction d'écorce de saule à son patient, pour soulager la douleur et la fièvre. L'homme était dans un profond coma, mais il déglutissait instinctivement le liquide. Elle confectionna une attelle avec des branches de saule pour immobiliser son bras cassé, appliquant un mélange d'herbes écrasées sur la fracture. Les multiples contusions aux côtes et une forte commotion cérébrale provoquaient une température élevée. Émilie, changeant les compresses froides, luttait contre la fièvre. Ce n'est que dans les premières lueurs de l'aube, lorsque la chaleur commença enfin à diminuer, qu'elle se permit de s'adosser à la chaleur du poêle et de fermer les yeux. Quand le pilote se réveilla, il avait l'air perdu, essayant désespérément de comprendre où il se trouvait. « Reste tranquille, Julien, » dit-elle d'une voix apaisante, tout en lui offrant une tasse de décoction. Elle avait trouvé sa licence de pilote en retirant ses vêtements mouillés. « Je m'appelle Émilie. »« On me cherche, il faut que je prévienne, » murmura-t-il d'une voix rauque et désespérée. Il tenta de se redresser, mais une douleur aiguë le cloua au sol. « Il n'y a pas de réseau ici, et le village le plus proche est à une journée de marche, » expliqua Émilie avec douceur. Elle souleva légèrement sa tête pour lui donner à boire. « Tu as une fracture, et probablement une commotion. Nous ne pourrons pas partir tant que tu ne seras pas rétabli. » Ils étaient donc coupés du monde. Il observa avec étonnement les murs de la petite cabane de chasse.
Oui, il n'y avait que eux deux. Émilie acquiesça calmement. Elle ressentait de la compassion pour lui, si effrayé et vulnérable, mais elle savait qu'il était en sécurité entre ses mains. Elle sentit son anxiété diminuer, remplacée par une lourde résignation. Les semaines suivantes furent remplies de soins. Émilie, chantonnant des mélodies douces héritées de sa mère, s'occupait de son invité inattendu, tandis qu'il, sans le savoir, comblait sa solitude. Elle préparait des soupes nourrissantes, savourant ce sentiment simple et oublié de prendre soin de quelqu'un qui accueillait sa bonté avec gratitude. Parfois, elle remarquait qu'il l'observait, et cela lui apportait une joie inattendue. « Je dois te peser, je te dérange sûrement », dit Julien un jour, avec un air coupable. Émilie éclata de rire. « Je n'ai pas peur du travail dur, Julien, c'est habituel. » Et ne dis pas cela. Émilie savait qu'il était essentiel pour Julien de se rétablir rapidement. Elle lui disait souvent, « Écoute-moi, tu dois suivre mes conseils pour te remettre sur pied. » Bien qu'elle essayât d'éviter tout contact physique superflu, chaque fois que leurs regards se croisaient, une chaleur douce envahissait son cœur. Un jour, alors qu'elle ajustait la bandage sur son bras, elle se pencha un peu trop près. Julien, retenant son souffle, toucha doucement sa joue avec sa main valide. « Tu as un don incroyable, » murmura-t-il avec admiration. « On dirait que tu sais comment apaiser la douleur. » Émilie se redressa rapidement, sentant ses joues s'empourprer. « C'est ma mère qui m'a appris, » répondit-elle d'une voix un peu sèche, mais à l'intérieur, quelque chose s'était éveillé en elle, résonnant avec ce simple contact après tant d'années. Les jours passèrent, et les décoctions qu'elle préparait pour lui portaient leurs fruits. Le corps de Julien, jeune et robuste, commençait à guérir. Sa main se rétablissait, et il retrouvait peu à peu ses forces. Émilie, cependant, savait que ses provisions s'épuisaient. Elle devait se rendre au village le plus proche, Saint-Rémy, pour se réapprovisionner. « Je pars demain matin pour 2 jours, » annonça-t-elle à Julien en rassemblant son sac pour le long voyage. Julien la regarda, les yeux écarquillés. « Où vas-tu » demanda-t-il, perplexe. Émilie sentit son cœur se serrer face à cette question. « Au village, il me faut du sel, des allumettes, et du gaz. »« Ne t'inquiète pas pour moi, » assura-t-elle doucement, essayant de cacher la difficulté qu'elle éprouvait à le laisser seul. Avant l'aube, Émilie quitta la cabane. Le chemin vers le village était long et épuisant. Elle réfléchissait à la manière dont elle pourrait vendre les herbes qu'elle avait ramassées pour acheter tout ce dont elle avait besoin pour le mois à venir. Lorsqu'elle arriva enfin à l'entrée de Saint-Rémy, il était déjà tard dans l'après-midi. Elle entra dans le petit magasin du village, déposant son lourd sac au seuil. Derrière le comptoir se tenait Claire, une femme joviale avec des joues bien rondes, connue pour ses potins. « Oh, Émilie, enfin !»« Je commençais à m'inquiéter pour toi », s'exclama Claire, un grand sourire illuminant son visage. « Qu'est-ce que tu as rapporté ?» Émilie déballa ses herbes, puis commença à énumérer ce dont elle avait besoin. « Je voudrais un bonbon de gaz pour le générateur, du sel, et des allumettes. » Claire, en fouillant dans ses tiroirs, continua de parler. « Tu n'as pas entendu les nouvelles ? Les recherches ont été interrompues récemment. » Émilie, en comptant l'argent qu'elle avait gagné, se figea. « Quelle recherche ? » Un hélicoptère a disparu il y a 1 mois et demi. Émilie sentit son cœur se serrer. Si les autorités cherchaient vraiment, elles auraient arrêté les recherches depuis longtemps. Mais là, c'est différent. Claire se pencha, baissant la voix. Le magnate, Grégoire Paluchin, a promis une belle récompense à quiconque retrouvera son neveu, qui était à bord. Le corps d'Émilie se figea. Elle leva les yeux vers Claire, son cœur battant. « Son neveu ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée. Claire hocha la tête, puis sortit un vieux journal local. « Oui, il a disparu sans laisser de traces. »
Ils disent qu'il était en voyage d'affaires pour Paluchin. Les mots de Claire résonnaient dans l'esprit d'Émilie. Julien, le neveu de Grégoire Paluchin, l'homme qu'elle avait toujours blâmé pour la chute de son père, pour sa propre solitude. La chaleur qu'elle avait ressentie pour lui se transforma en un sentiment brûlant de trahison et d'injustice. Elle se remémora les belles montres qu'il portait, les traits délicats de son visage. Tout cela ne lui inspirait plus que de l'amertume. « Émilie, tu es pâle comme un linge », s'inquiéta Claire. Émilie secoua la tête, chassant ses pensées. « Je suis juste fatiguée. Le chemin a été long. »« Tu devrais prendre une chambre pour la nuit », proposa Claire. Le soir venu, assise dans la petite chambre au-dessus du magasin, Émilie ne trouva pas le repos. Même le repas chaud ne parvint pas à la réconforter. Elle sortit son vieux smartphone, qui ne captait qu'un faible signal ici, à Saint-Rémy. Avec des doigts tremblants, elle chercha le nom qu'elle détestait, Grégoire Paluchin. L'écran s'illumina avec des photos du riche homme d'affaires, souriant et satisfait, coupant un ruban lors de l'inauguration d'une nouvelle exploitation minière. Une autre photo le montrait assis dans un bureau luxueux, donnant une interview. En contemplant son visage, Émilie se remémora le jour où Paluchin avait pris leur petite Syrie familiale, entraînant leur famille dans une spirale de malheur. Sa mère était tombée malade, son père avait tout fait pour la soigner, mais chaque jour, elle s'éteignait un peu plus. Puis, elle était partie, les laissant seuls, son père et elle, dans un monde devenu hostile. Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, Émilie se remémorait les souvenirs d'une enfance marquée par la douleur et la perte. Son père, un homme bon et travailleur, avait disparu un jour de chasse, laissant derrière lui un vide immense. Elle se souvenait de ce jour fatidique où elle avait trouvé son fusil abandonné dans les marais, mais aucune trace de lui. Cela avait été le début d'une spirale de malheur pour sa famille. C'est lui, le destructeur de vie, pensait-elle avec une colère sourde. Il a tout pris. Tout. Émilie se mit à chercher des informations sur Romain, le neveu de Grégoire Paluchin, l'homme qu'elle tenait pour responsable de tant de souffrances. Les résultats de sa recherche étaient maigres, mais suffisants pour lui donner une idée de qui il était. Un jeune homme prometteur, héritier présumé de l'empire de son oncle, il était en charge d'un projet ambitieux dans les montagnes des Vosges. Bien sûr, il est de sa lignée, se murmura-t-elle, en serrant ses genoux contre elle. Les sentiments qu'elle avait commencé à éprouver pour lui semblaient désormais une trahison envers la mémoire de son père. Les nuits étaient devenues des épreuves pour Émilie. Elle se tenait souvent à la fenêtre, observant les silhouettes sombres des maisons environnantes. Son cœur, sensible et émotif, se déchirait, tiraillé entre la compassion et la colère. « Je l'ai sauvé, je n'avais pas le choix », se répétait-elle, mais une voix intérieure lui murmurait qu'il n'était pas responsable des péchés de son oncle. « Il est différent », pensait-elle en se remémorant son regard bienveillant. Pourtant, l'image souriante de Paluchin, figée dans une photo, revenait la hanter, et le besoin de justice, héréditaire, prenait le dessus. Mais il fait partie de cette famille qui a brisé mon père. Que dois-je faire ? Aucune réponse ne venait. Émilie se sentait vide, perdue. Pour la première fois depuis longtemps, sa détermination et son obstination ne lui apportaient aucune solution. Elle savait qu'elle devait retourner là-bas, pour mettre un terme à cette histoire, et décider ensuite de son avenir. Tôt le matin, Émilie, chargée de provisions, quitta le village. Elle atteignit la petite cabane en fin de journée. Romain, visiblement en train de préparer quelque chose avec sa main blessée, se retourna à l'entente du grincement de la porte. Son visage s'illumina d'un soulagement palpable. « Émilie, tu es revenue » murmura-t-il avec une telle sincérité que le cœur d'Émilie se serra. Elle ne pouvait pas soutenir son regard. « Je suis revenue » répondit-elle d'une voix sèche, déchargeant mécaniquement son sac. Il n'était pas responsable, il n'était que le neveu de cet homme.
Émilie lutta avec ses sentiments. Mais l'image de Paluchin, tirée d'un magazine, pesait lourdement dans son esprit. La semaine qui suivit fut un véritable défi. Elle s'efforçait de s'occuper de Romain, mais ses gestes devenaient brusques et ses réponses courtes. Romain, percevant la barrière glaciale qui s'était installée entre eux, évitait de parler. Sa jovialité laissa place à une inquiétude silencieuse. Émilie se plongea dans le travail qu'elle avait longtemps négligé, triant et séchant ses herbes près du poêle. Un soir, alors qu'elle servait un plat de pommes de terre chaudes et de champignons, elle lui annonça : « Tu es prêt ? Ta main a guéri, tes blessures sont refermées. Demain matin, nous partons. » Romain la regarda, la cuillère tombant de ses mains, l'incompréhension et la douleur se lisant sur son visage. « Partir ? Où ? Je te ramène au village, comme tu me l'as demandé, coupa T.L. Il se passe quelque chose, Émilie, tu n'es pas la même, dit-il, son regard la scrutant d'une manière nouvelle. Émilie se tut, bien que la mélancolie grandissait en elle. Le lendemain matin, elle prépara quelques provisions pour lui et ils partirent. Émilie marchait devant, indiquant le chemin, tandis que Romain peinait à la suivre, s'appuyant sur un bâton. Lorsqu'ils atteignirent les premières maisons, Émilie s'arrêta. « C'est bon, tu peux continuer seule, dit-elle d'une voix sourde, sans le regarder. Romain fit un pas vers elle, sa voix tremblante de douleur. « Donc, c'est ainsi que nous nous séparons, Émilie, dis-le-moi. » Elle sentit sa gorge se nouer sous le poids des larmes non versées, mais elle détourna obstinément le regard. Elle lui tendit un petit sachet d'herbe. « Voici un talisman, un mélange spécial. Bois-le quand tu te sentiras faible. Que Dieu t'aide. » Elle désigna d'un geste la route à peine visible. « Suis ce chemin, tu arriveras au centre du village. Là, tu te débrouilleras. » « Et toi, murmura Romain. Mon endroit est ici. Adieu. » Elle se retourna, sans un regard en arrière, commença à marcher. En avançant, elle ralentit le pas et s'appuya contre un arbre. Elle l'avait laissé partir, sans chercher à se venger. La solitude s'intensifiait, mais c'était le prix à payer. 5 mois passèrent. Le printemps précoce arriva, la neige fondait, et l'air devenait humide et frais. Émilie, épuisée par un hiver long et rigoureux, retourna au village pour reconstituer ses provisions. En entrant dans le magasin, elle aperçut Claire, comme d'habitude derrière le comptoir, souriant à un client. Émilie s'arrêta, son cœur s'emballant. Au comptoir se tenait une silhouette familière, haute et élancée. C'était Romain. Il se retourna brusquement, et leurs regards, emplis de joie et d'espoir, se croisèrent. « Émilie » s'exclama-t-il avec une telle intensité que tout son être s'embrasa. Émilie ressentit un soulagement intense en voyant Romain s'approcher d'elle. Il avait l'air plus fort, mais elle se rappelait de sa froideur passée et s'arrêta à quelques pas de lui. « Les gens du village m'ont dit que tu devais bientôt revenir. Je t'attendais, dit-il, sa voix vibrante d'émotion. Émilie sentit ses murs de solitude s'effondrer à l'entente de ce ton chaleureux. « Comment vas-tu ? Et ta main ? Demanda-t-elle doucement, essayant de cacher sa joie. « Tes herbes ont fait des merveilles. Ma fracture a parfaitement cicatrisé. Je suis en pleine forme, répondit Romain avec un sourire qui illuminait son visage. Mais je t'ai terriblement manqué. Ta cabane, le silence, et surtout toi. » Émilie sentit ses joues s'enflammer à ces mots. Elle avait aussi ressenti ce manque, mais elle se força à garder son ton neutre. « C'est du passé. Pourquoi es-tu venu me chercher ? » Ils sortirent du magasin, laissant Claire, la caissière, les yeux écarquillés. Ils s'assirent sur un banc devant la boutique. Émilie posa son sac lourd sur le sol. « Alors, que veux-tu ? demanda-t-elle. « J'ai cherché à te retrouver, Émilie, commença-t-il. Je suis venu plusieurs fois,
demandant à tout le monde quand tu sortais de ta tanière, comme disent les gens ici. Il rit timidement. Émilie garda le silence, plongée dans ses pensées, observant ses yeux brillants de joie. Elle sentait son cœur se réchauffer, mais une voix intérieure lui rappelait de rester prudente. Ne sois pas trop tendre, se dit-elle fermement. Que s'est-il passé, Romain? Elle orienta la conversation vers un ton plus sérieux. Son expression devint plus grave. Tu te souviens du sachet d'herbe que tu m'as donné? Celui-là? Il la regarda intensément. Mon oncle est tombé malade cet hiver. Je me suis souvenu de tes herbes et je les lui ai préparées. C'est incroyable. Les médecins n'arrivaient pas à soulager sa douleur, mais cette herbe a fonctionné, s'exclama-t-il, son visage rayonnant de gratitude. Il m'a demandé de te trouver, de te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Le nom de l'oncle, un certain Paluchkin, frappa Émilie comme un coup de tonnerre. Son regard s'assombrit et un frisson glacé parcourut son dos. J'ai involontairement aidé un ennemi, pensa-t-elle amèrement. Mon oncle est très mal, il souffre énormément. Il a du mal à marcher, continua Romain, sans remarquer le changement d'humeur d'Émilie. Elle prit une profonde inspiration. Son esprit, affûté par des mois de lutte pour survivre, voyait là une opportunité incroyable. L'ennemi de sa famille était au seuil de la mort, et sa vie dépendait d'elle, de la fille de celui qui l'avait détruit. Puisqu'il a repris ce qui ne lui appartenait pas, je vais mettre un terme à cela, se dit-elle avec détermination. Je vais y aller, déclara Émilie, sa voix ferme et sans émotion. Romain s'illumina de joie. Émilie, merci, je le savais, répondit-il, soulagé. Il prit son lourd sac et l'entraîna avec lui. Ils marchèrent en silence, Romain accélérant le pas pour la mener à une petite clairière perdue parmi des buissons bas, où reposaient de vieilles dalles de béton. Au centre de la clairière se tenait un hélicoptère, brillant au soleil comme un scarabée noir. C'est le tien, demanda Émilie, surprise. C'est une bête, pas une machine, répondit Romain en riant, son visage rayonnant de fierté. Elle grimpa à l'intérieur, s'asseyant sur des sièges en cuir doux et étrangement confortables. Un jeune homme riche s'installa à côté d'elle. Les pales commencèrent à tourner lentement, et l'air se remplit d'un bruit grandissant. En moins d'une minute, l'hélicoptère, vacillant, prit son envol. C'est très important pour moi, Émilie, cria Romain au-dessus du bruit des pales. Merci d'avoir accepté. Émilie hocha la tête et se tourna vers la fenêtre, ne voulant pas qu'il voie son visage se figer. À travers le verre, elle observait les ruelles du village et les maisons se réduire à des jouets dans un monde irréel. Le vol était rapide et angoissant. Émilie se sentait piégée, bien qu'elle ait pris cette décision. Lorsqu'ils atterrirent en douceur sur la plateforme d'hélicoptère devant un immense manoir qui ressemblait plus à un palais, Romain annonça simplement « C'est ma tanière ». Émilie soupira, notant la beauté froide et distante de cet endroit. À l'intérieur, une tension nerveuse régnait. Romain la conduisit rapidement à travers plusieurs pièces spacieuses et richement décorées, puis frappa à une porte. « Il t'attend. » « Il est très faible, » murmura Romain, une inquiétude palpable dans sa voix. Puis, il ouvrit la porte. Ils entrèrent. Le magnate ouvrit difficilement les yeux. Son regard, trouble à cause de la maladie, se posa sur Émilie. Il lui sourit faiblement. « Romain m'a beaucoup parlé de toi, » murmura Paluchkin, peinant à articuler. « Tu as sauvé mon neveu. Je voudrais te remercier pour sa guérison. Je voudrais. » Dans une petite ville de Provence, une jeune herboriste nommée Camille se tenait devant un manoir majestueux, son cœur battant à tout rompre. Elle avait été appelée par Romain, le neveu d'un riche magnate, pour aider son oncle, Grégoire Paluchkin, gravement malade. Camille avait toujours su que ce jour viendrait, mais elle ne savait pas comment se préparer à cette rencontre. « Comment t'appelles-tu »
Mademoiselle, demanda Romain, son regard inquiet scrutant son visage. Camille, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. J'ai apporté des herbes pour préparer un remède. Il me faut une cuisine. Romain hocha la tête et l'emmena à l'intérieur du manoir, où l'air était chargé d'un parfum de bois poli et de fleurs séchées. La cuisine était spacieuse, avec des étagères remplies de bocaux en verre contenant des épices et des herbes. Camille se mit immédiatement au travail, ses mains habiles triant les racines et les plantes qu'elle avait apportées. Sur la table, 2 tasses en céramique attendaient. L'une contenait un mélange doré, parfumé au miel et aux fleurs, tandis que l'autre, sombre et presque indiscernable, renfermait un poison lent et mortel. Elle inspira profondément, son cœur se figeant à l'idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Je vais lui apporter le repos, pensa-t-elle, déterminée. Elle versa le liquide sombre dans une tasse délicate, prête à affronter son destin. Dans la chambre, Grégoire Paluchkin était allongé sur un grand lit, son visage émacié et fatigué. Romain, à ses côtés, murmura, « Dédé, elle est ici. » L'espoir brillait dans ses yeux. Le magnate ouvrit lentement les yeux, son regard se posant sur la tasse que Camille tenait. Elle s'approcha, la main tremblante, et porta la tasse à ses lèvres. Romain la regardait, son cœur battant la chamade. Juste au moment où la vie de Grégoire semblait suspendue à un fil, Camille croisa son regard et demanda doucement, « Vous vous souvenez de mon père ?» Il s'appelait Dimitri Christophe. Le vieil homme frissonna. « Bien sûr, je me souviens, » murmura-t-il, sa voix faible mais reconnaissable. C'était un homme fier. Il est venu me voir quand sa femme était gravement malade. Il avait besoin d'argent pour son traitement. J'étais le seul à lui acheter sa scierie à un prix juste. C'était son unique espoir. Les mots de Grégoire frappèrent Camille comme un coup de tonnerre. Sa haine, qui avait brûlé en elle pendant tant d'années, s'évanouit. Son père n'avait pas été la victime d'un prédateur avide, il avait été un héros, sacrifiant tout pour l'amour de sa vie. Grégoire n'avait fait qu'une transaction qui avait offert à son père une chance. La tasse glissa de ses mains, se brisant en 1000 morceaux sur le sol en marbre. Camille tomba à genoux, cachant son visage entre ses mains. « Non, non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Romain, alarmé par sa chute soudaine, se précipita à ses côtés et l'enlaça doucement. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet. Le regard de Grégoire, empreint de compassion, se tourna vers eux. « Romain, dit-il d'une voix tremblante, apporte-moi le contrat avec Dimitri Christophe. Elle doit le voir. » Romain acquiesça et sortit de la chambre, revenant peu après avec un dossier. Camille, encore sous le choc, prit le document et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait le contrat, signé par son père et Grégoire. C'était une transaction juste, et elle comprit alors que son père avait agi avec dignité. Essuyant ses larmes, Camille se leva et retourna à la cuisine. Elle revint bientôt avec le véritable remède, un mélange qui soulagerait la douleur de Grégoire. « Cela vous apportera du réconfort et de la force, » dit-elle, déterminée. Romain, reconnaissant, lui demanda de rester quelques jours dans le manoir pour veiller sur son oncle. Au fil des jours, Grégoire commença à se rétablir, sa voix redevenant plus forte, et il observa avec attention les échanges entre Camille et Romain. « Je vois comment vous vous regardez, » dit-il un jour, un sourire bienveillant sur les lèvres. « Je vous donne ma bénédiction. » Camille et Romain échangèrent un regard complice, leurs mains se rejoignant instinctivement. Ils savaient qu'ils partageaient quelque chose de précieux. Avec le temps, Grégoire investit dans la création d'un centre de médecine naturelle sur l'un de ses terrains. Ils bâtirent un complexe moderne, où Camille devint la spécialiste des herbes et Romain le directeur. Ce lieu, désormais leur foyer, symbolisait non seulement leur amour, mais aussi la rédemption de leur passé. Camille trouva enfin sa place, entourée de ceux qu'elle aimait,
tandis que l'injustice qui l'avait tourmenté toute sa vie se transformait en un héritage d'amour et de sacrifice. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux